Bien, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue virtuellement ou de façon physique pour les quelques-uns présents à nos côtés au Conseil départemental de la Haute-Garonne pour cette troisième soirée des troisièmes rencontres pour l'égalité. Une soirée dont le thème du jour sera la question des luttes antiracistes avec un thème quels héritages des luttes antiracistes face à la montée des communautarismes, les enjeux de l'approche universaliste. Et pour cette soirée, je souhaiterais tout d'abord remercier et saluer la présence de nos invités, qui sont pour certains à nos côtés. Séraphin Alava, qui est expert UNESCO sur la radicalisation numérique, entre autres, mais c'est certainement une mauvaise présentation et il se présentera bien mieux que je ne le ferai. Herman Ebongué, qui est secrétaire général de l'association SOS Racisme et qui nous fait le plaisir de revenir ici en Haute-Garonne à nos côtés. Et nous aurons de façon virtuelle Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, qui est également à nos côtés ce soir et que je remercie pour sa présence, et Benedetto Zacchiroli, qui est le président de la coalition européenne des villes contre le racisme, qui est avec nous, à nos côtés, depuis Rome, si je ne me trompe pas. Et c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd'hui, un plaisir d'autant plus grand que je vais vous faire une confidence. Le département de la Haute-Garonne sera très certainement le premier département français à adhérer à la coalition européenne des villes contre le racisme d'ici quelques jours. Et nous aurons certainement l'occasion de nous revoir pour nouer ce partenariat avec une structure qui, je dois le dire, fait un travail fabuleux à travers toute l'Europe. Alors, mesdames, messieurs, l'année 2020 a été marquée par plusieurs attentats. Les mesures sanitaires se sont vues complétées par le plan Vigipirate, des mesures de sécurité renforcées et l'état d'urgence qui sont rentrés sur notre quotidien, car sur notre sol, malheureusement, la barbarie est toujours là. Cette menace permanente et insidieuse se répand et prend sa source dans le racisme, dans la théorie du complot, opérateur de radicalisation autour de laquelle peuvent se structurer différentes formes de xénophobie. Internet et les réseaux sociaux, vecteurs parfois de discours toxiques, regorgent de fausses informations, nourrissant les théories du complot et stigmatisant des boucs émissaires. Les luttes antiracistes, elles, ont une histoire riche sur laquelle nous reviendrons ce soir. Et nous avons choisi de placer cette soirée sous le signe de l'universalisme. C'est un débat, on le sait, qui traverse notre société. Les luttes antiracistes deviennent parfois des luttes communautaristes, qui poussent les uns et les autres à se replier, à s'affirmer sur un seul fragment de leur identité. Et nous pensons, nous, dans les politiques que nous portons, que seule l'approche universaliste, où chacun est considéré sur l'entièreté de son identité, a une valeur et peut nous permettre d'aller vers une société plus apaisée. Vous le savez, depuis 2015, le Conseil départemental assume ses responsabilités en termes de lutte contre toutes les formes de discrimination, assume ses responsabilités pour faire vivre les valeurs de la République partout dans notre département. Nous considérons, nous, que le rôle d'une collectivité n'est pas simplement d'accompagner les acteurs qui travaillent sur ce sujet, mais le rôle d'une collectivité est également d'apporter une réponse claire, une réponse ferme, sur le fait qu'une discrimination n'est pas une opinion, une discrimination est un délit, et que les collectivités, l'autorité publique doit toujours être aux côtés de celles et ceux qui sont discriminés. C'est le sens du projet des chemins de la République que nous portons depuis 2015, à travers lequel nous organisons un certain nombre de rencontres, de conférences pour aller vers tous les publics. Et cette semaine en est un des éléments. C'est le sens aussi du parcours laïque et citoyen que nous portons dans l'ensemble des collèges du département, un dispositif qui est unique en France, à travers lequel des structures associatives dont les clés d'entrée sont diverses mènent un dialogue avec les jeunes pour qu'ils s'approprient eux-mêmes ce que sont les valeurs de la République et qu'ils acquièrent eux-mêmes les outils pour devenir de futurs citoyens. C'est la volonté qui est la nôtre. Alors, je ne serai pas plus long, puisque cette soirée ce soir s'annonce passionnante. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence à nos côtés ici. Et je vous souhaite donc une très bonne soirée, puisque j'allais rappeler que nous allons adhérer à la coalition européenne des villes contre le racisme, mais je l'ai déjà fait. Merci à toutes et tous, et je vous souhaite un très bon débat. Merci Vincent Gibert pour cette introduction.
Avant de présenter nos invités, peut-être quelques éléments de rappel pour ceux qui ont déjà suivi les soirées précédentes. Nous sommes la troisième soirée de cette semaine des rencontres pour l'égalité, un peu particulière puisque nous sommes, Vincent l'a reprécisé, en virtuel. Vous êtes derrière vos écrans pour nous suivre. Donc nous avons l'habitude depuis le début des rencontres pour l'égalité de présenter à l'appui de nos soirées débats, des expositions et certaines animations. Alors en virtuel cette année, nous vous renvoyons pour tout au long de la semaine autour de ces soirées débats à des expositions virtuelles, des productions vidéo, etc. que vous pouvez retrouver sur le site du conseil départemental. Alors je lis mes notes puisque hier je me suis trompé, cd31.net/égalité, sans accent bien entendu. Et l'exposition qui est à l'appui de cette soirée est une exposition virtuelle qui a été produite par nos amis de SOS Racisme, qui s'appelle Passeport pour la fraternité, et qui est disponible donc de manière numérique et qui, grâce à nos échanges, va donner lieu à la publication d'un livret papier donc, qui pourra être accessible très prochainement. Voilà. Donc, ceci étant dit, il me reste à préciser que l'interactivité manque un petit peu puisque le public n'est pas près de nous. Vous pouvez malgré tout participer, réagir et poser des questions tout au long de ce débat via le chat en dessous de votre écran. Vous avez une petite fenêtre sur laquelle vous pouvez vous connecter et envoyer vos questions. Et nous avons dans la salle une table où Hugues, pour le nommer, suit le chat et vos réactions tout au long de ce débat et à différents moments et peut-être surtout à la fin de nos échanges pourra restituer les questions et réactions des internautes et nos invités s'efforceront d'y apporter des réponses. Voilà, il est maintenant temps de présenter les invités de cette soirée. Quel héritage des luttes antiracistes face à la montée des communautarismes? Quels enjeux pour l'approche universaliste que mentionnait Vincent? Les invités à cette table ronde sont sur le plateau. Nous avons Séraphin Alava. Séraphin, vous êtes professeur des universités, rédacteur du projet UNESCO Radicalisation et médias sociaux, membre de la chaire UNESCO Prévention de la radicalisation, expert auprès de l'Union européenne sur la cyberradicalisation, le cyberextrémisme. Vous êtes coordinateur du réseau Practicis et vous travaillez actuellement sur la place des discours racistes et antiracistes sur Internet. Un homme aux très multiples facettes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou... Non, actuellement, on pourrait juste rajouter que, à la demande du ministère, on fait l'évaluation de toutes les actions de prévention de l'antisémitisme dans les écoles et on inventorie toutes les bonnes pratiques de lutte contre l'antisémitisme. D'accord. Je vais me tourner vers notre participant en direct de Rome, Benedetto Zacchiroli. Benedetto, vous êtes président de la Coalition européenne des villes contre le racisme, l'ECAR. Depuis 2015, vous avez été nommé par l'UNESCO au Comité scientifique international sur l'art et l'éducation. De 2011 à 2016, vous avez été conseiller municipal de Bologne. En 2016, vous étiez chef du cabinet du Premier ministre Matteo Renzi, puis conseiller pour la relation entre l'État et les différentes confessions religieuses auprès du Premier ministre Paolo Gentiloni. Et depuis 2020, vous êtes conseiller de l'Agence nationale contre le racisme et les discriminations du gouvernement italien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pas du tout, parfait. Voilà, alors je vais continuer pour nos invités virtuels en me tournant vers Dominique Sopo. Dominique Sopo est un peu plus connu en France. Dominique Sopo, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, agrégé en sciences économiques et sociales. Je trouvais utile de le rappeler. Et vous êtes, et surtout pour ce soir, le président de SOS Racisme depuis 2003. Est-ce que vous souhaitez compléter ce très rapide portrait? Non, c'est un portrait rapide et qui convient. D'accord, merci donc Dominique. Et il me reste à me tourner vers mon voisin, Herman Ebongué, que j'ai également un grand plaisir à retrouver ce soir. Herman et Dominique d'ailleurs étaient physiquement présents il y a un an.
lors de la seconde édition des rencontres pour l'égalité. Et malgré le Covid, nos relations n'ont pas cessé d'exister avec divers projets. Herman, vous êtes le secrétaire général de SOS Racisme et vous êtes également le président de Sportitude France. Tout à fait, c'est ça. Alors peut-être un mot rapide sur qu'est-ce que Sportitude France? Mais Sportitude France, c'est une association qui lutte contre les incivilités dans le sport et le racisme, l'antisémitisme, bien évidemment. Mais au-delà de ça, c'est une association qui promeut les valeurs profondes du sport, ce qu'on peut dire les vraies valeurs du sport. Donc c'est une façon aussi d'établir dans le sport toutes les valeurs qui sont, enfin de mettre sur la table les valeurs qui sont les valeurs du sport qu'on a parfois tendance à oublier. Merci pour ce complément. Le décor est planté, nous avons le thème de cette soirée, nous avons fait les présentations. Vincent mentionnait dans son propos d'introduction effectivement la situation particulière que l'on doit à la crise sanitaire, à la crise du Covid. On peut constater aujourd'hui que malgré les principes républicains, les divers combats contre le racisme et la discrimination, le racisme est toujours ancré, voire fortement ancré dans notre société, comme le démontrent les nombreux débats polémiques qui ont eu lieu durant le confinement et après le confinement dû à la crise du Covid. Je voulais me tourner vers Séraphin pour commencer, mais bien sûr chacun de vous intervient et complète de manière libre comme il le souhaite. Séraphin, le Covid-19 suscite une nouvelle stigmatisation, alors d'une part des personnes LGBTQI+, nous étions sur cette thématique hier soir, mais également une hausse des discours racistes, antisémites, et qui semble prendre maintenant un visage de plus en plus décomplexé, avec notamment une montée en puissance de la haine en ligne, contre laquelle SOS Racisme et d'autres organismes ont réagi très fortement. Qu'est-ce qui cause ce phénomène ? Alors, comme tous les phénomènes de montée du racisme, c'est la peur. La peur que les personnes vivent dans leur chair, dans leur famille, et immédiatement, dès qu'il y a peur, il y a une recherche d'un bouc émissaire. On a vu des propos racistes contre les populations d'origine asiatique, et on a eu fortement ces éléments-là. Et puis, grâce à, je dirais presque, un catalyseur naturellement de la haine, qui est la théorie du complot, alors il y a bien quelqu'un qui tire les ficelles, et quand on regarde celui qui tire les ficelles, eh bien souvent on retombe sur l'antisémitisme qui se fait jour. Je crois que dans la période particulière où les Français sont inquiets pour leur avenir, inquiets pour leur emploi, inquiets pour ce que sera demain, inquiets aussi parce qu'ils n'ont pas ou peu de relations sociales, alors la tendance naturelle, elle est à un repli de soi, et malheureusement, l'Internet est une chambre d'écho du repli de soi, du sectarisme, et donc du coup on voit revenir beaucoup de théories de façon, je dirais presque décomplexée, assumée. La notion de suprématisme, qui était une notion que l'on pouvait considérer, qui relevait vraiment de temps oubliés, revient. Défendre sa couleur de peau, défendre son origine, pour critiquer l'autre et pour le rejeter, est aujourd'hui, dans ce 21e siècle, un effet véridique, et donc il faudra lutter contre cela. D'accord, merci pour cette analyse, cette première analyse. Herman, est-ce que vous souhaitiez compléter, puisque SOS Racisme s'est très fortement alarmé de cette situation dès le début de la crise sanitaire, ou Dominique ? Alors, Ouais. je veux bien en dire un mot. Enfin, Séraphin Lavade a dit l'essentiel sur les logiques de bouc émissaire qui se mettent en place. Je rappelle d'ailleurs que deux populations notamment ont été ciblées, deux groupes ont été ciblés à l'occasion de la pandémie, dans les premières semaines de la pandémie et des conséquences sanitaires que l'on a pu voir en France. Les personnes d'origine asiatique, nous avons même dû faire une petite campagne express pour dénoncer cette haine qui visait des personnes d'origine asiatique, avec même des personnes d'origine asiatique
qui ont été insultés, des restaurants chinois qui ont été tagués à Paris, et aussi les Juifs, puisque pendant les débuts de la pandémie, notamment, il y avait quand même des récurrences autour de Madame Buzyn, de Monsieur Salomon. Hein, on insistait bien sur les noms des personnes qui, dans la chaîne sanitaire, auraient pu justement entrer dans une forme de complot ou de je ne sais quoi. Enfin bon, voilà, il y avait quand même ces logiques de bouc émissaire qui se sont mises en place avec le modèle de l'antisémitisme, qui est un modèle extrêmement éprouvé, parce que dans la haine, il y a aussi parfois une économie de moyens lorsqu'il faut chercher un responsable. Finalement, la figure du juif est une figure assez commode à aller chercher, puisque d'une certaine façon, tout est déjà en place pour en faire un bouc émissaire. Donc voilà, et évidemment, c'est toute la question de notre présence sur les réseaux sociaux, de la régulation des réseaux sociaux, à laquelle nous avons appelé très fortement avec l'UEJF notamment, ou avec des groupes féministes et LGBT, puisque vous en parliez, parce que précisément, dans des périodes de confinement, dans des périodes de tension, eh bien, il y a des excitations qui vont avoir lieu contre ces populations souvent minorisées, et c'est de la responsabilité des plateformes de faire le ménage et au pouvoir public de fixer un cadre obligatoire pour qu'il y ait une régulation, parce qu'il n'y a aucune raison que ce qui est interdit dans tous les autres espaces de la vie publique soit autorisé sur des plateformes parce qu'elles seraient localisées avec leur siège social en Californie. Alors effectivement, et je pense que cette question des réseaux sociaux, nous allons prendre soin d'y revenir un peu plus loin dans cet échange et dans ce débat. J'aurais souhaité que on ne peut pas avoir la chance d'élever l'échange de ce soir à un niveau européen avec la participation de Benedetto, sans essayer de lui demander quelle est la situation en Europe au sein des 45 nations du Conseil de l'Europe. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'horizon sur la situation du racisme en Europe en ce moment? Je sais que là, c'est très vaste, mais... Un petit peu. Mais voilà, je trouve, avant de tout, je veux remercier pour l'invitation. Vraiment, je suis vraiment content de la nouvelle que Lot-Garonne va devenir le nouvel membre de CAR. Voilà, je suis vraiment, comme président, je suis vraiment content. Et ensuite, je suis vraiment lié à Toulouse. Toulouse, c'était la précédence avant que moi, jusqu'à le 2015. Et ensuite, je suis de Bologne, d'origine, ici en Italie, et son ville jumelle. Et pour cette chose, je suis vraiment lié avec Toulouse et Lot-Garonne. Mais voilà, je vais commencer. J'ai lu pendant les week-ends un article sur les Guardian Weekly d'Edna Bonhomme, que c'est une historien des sciences et écrivain basé à Berlin. Il avait un article et elle écrive qu'il y a des parallèles surprenants entre les moments actuels et les précédents flambées de maladies. Les modules s'appellent « Peur d'une pandémie ». Et qu'il s'agit de la façon dont les angoisses qui surgissent lors de pandémies ne jaillissent pas de nulle part, mais sont tentées des facteurs sociaux, historiques et culturels. Ce n'est pas changer le cadre avec la pandémie, c'était amplifié. Mais c'est une peur qui s'est agitée à notre peur. Et les épidémies ne concernent pas seulement les bactéries, les virus qui coexistent avec nous, mais elles reflètent les divisions sociales qui poussent certaines personnes en marge de la société. Voilà. Et ça, c'était amplifié avec la pandémie et tout cela avec la crise économique qui n'y a résulté par la pandémie. Je regarde en bas parce que j'ai écrit quelque chose, parce que mon français, c'est vraiment mauvais. Et alors, c'est mieux que j'écris pour... On comprend très bien. On comprend. Oui, mais je peux pas faire la figure de la personne qui s'arrête, il va penser, je pense en italien, ensuite je vais traduire en anglais et ensuite en français. C'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai préféré dire quelque chose. Si nous prenons, pour regarder les cadres européens, des données
à niveau des 45 nations du Conseil d'Europe, c'est difficile. Nous pourrons regarder que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, la FRA, a mené un large éventail d'enquêtes révélant des niveaux élevés de discrimination dans l'Union européenne. Ces enquêtes ont également recensé les domaines du quotidien où la discrimination raciale se fait les plus fortement sentir. La discrimination sur le marché du travail, par exemple, est un sujet de préoccupation non seulement lors de la recherche d'un emploi, mais également au travail, où les 22% des répondants se sont sentis victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique ou immigrée. 22%. Parce qu'il y a cette mauvaise chose maintenant en Europe, je ne sais pas, en Italie surtout, que le problème du racisme, c'est dans les États-Unis. Black Lives Matter, et voilà. Et ici, nous sommes fantastiques, merveilleuses, il n'y a pas de problème, nous sommes en paix, et voilà, c'est pas vrai. Les éléments déclencheurs de la discrimination dans le cadre de recherche, de location ou d'achat immobilier sont les noms pour les 44%, suivi de la couleur de la peau ou de l'apparence physique, 40%, et la citoyenneté, 22%. En ce qui concerne l'accès aux biens et aux services, l'administration publique, les transports publics, les magasins, les restaurants, ce sont les Roms, 28%. Et les personnes d'ascendance nord-africaine, pour les 27%, qui ont été confrontées au niveau de discrimination les plus élevés. La discrimination raciale était moins courante dans le cadre des soins de santé. Dans le cadre des soins de santé, c'est seulement l'année dernière les 3%, mais avec des différences marquées selon les groupes. Elle était la plus élevée parmi les Roms, encore, 8%, dont les espérances de vie est aussi inférieure à celle de la population générale. Les données récoltées montrent également que des considérations d'ordre racial influent sur la probabilité d'un contrôle policier. Et c'est là que pour nous en Europe, c'est seulement dans les États-Unis. Ce n'est pas ici, mais les problèmes existent aussi ici. Et quand les problèmes ils sont cachés, c'est encore plus grave. Et sur les 14% de personnes interrogées qui ont déclaré avoir été contrôlées par la police au cours de l'année écoulée, les 40% ont estimé que leur dernier contrôle en date était dû à leur origine ethnique ou immigrée. C'est une montagne, hein? C'est étonnant. Les numéros ne sont pas latins, ils sont arabes. Ils sont vraiment clairs. Et il faut de le lire. Je vais terminer. Au total, les 3% des répondants ont déclaré avoir été victimes de violences à caractère raciste durant l'année et 24% des harcèlements racistes durant la même période, l'année passée. Près de la moitié, 47% des répondants juifs craignent d'être victimes d'insultes verbales antisémites ou des harcèlements à caractère antisémite, tandis que plus d'un tiers, 40%, redoutant d'être agressés physiquement dans l'espace public. Voilà, toute cette chose pour dire quoi. Mais c'est dans les... Nous pouvons aller avant, mais l'écart, c'est ceci. Ce n'est pas différent de l'Amérique, ce n'est pas différent. C'est une pandémie qu'il y avait déjà. La pandémie, elle a amplifié. La crise économique, encore en plus. Mais ils sont tout peur. Et s'ils sont cachés, c'est quand les enfants qui l'ont peur quand il n'y a pas de la lumière. Voilà, il faut avoir plus de lumière sur cette chose. Voilà. Alors, on voit bien, et dans votre propos, vous avez cité notamment une différence marquée selon les groupes, ce qui va peut-être nous amener à rentrer dans le vif du sujet, justement, pour poser cette question de l'universalisme du combat antiraciste. Juste avant, est-ce que vous pourriez, Benedetto, assez rapidement, nous parler des programmes de lutte de la Commission européenne, au moins de Eurocity, et puis bien sûr de quelques mots sur l'écart? Oui.
Voilà, vous savez que le 18 septembre 2020, l'Union européenne elle a écrit le plan d'action de l'Union européenne contre le racisme. C'est un plan vraiment grand. Et il va prendre, c'est pour les 2020-2025, c'est vraiment long et c'est vraiment, comme je peux dire, large. Il prend en considération les cadres juridiques, l'économie, l'emploi, le logement, les soins de la santé, l'extrémisme et des discours haineux sur l'online. L'amélioration de la collecte des données, c'est essentiel. Si nous n'avons pas de données, c'est vraiment difficile de lutter contre le racisme, parce que la négation du racisme, c'est le premier ennemi que nous avons. Ensuite, la diversité au sein de la Commission européenne et de les employés qui sont à Strasbourg, à Bruxelles, c'est fondamental. L'éducation et la mémoire, les écoles, etc. Voilà. Et les pouvoirs locaux. Parce que nous avons de différents niveaux où il s'agit de lutter contre le racisme. Il y a les niveaux institutionnels. Voilà, alors nous avons l'UNESCO, ou les Nations Unies, mais aussi l'Union européenne, et ensuite les États, et ensuite les niveaux locaux, que c'est les grands niveaux institutionnels. Mais ensuite, il y a la société civile, il y a les associations, il y a les mouvements. Tous ensemble, il faut lutter contre le racisme. Dans les programmes de l'Union européenne, c'est cité comme possibilité d'agir, de faire des choses sur les niveaux locaux, de prendre en considération une relation principale avec les réseaux de villes. Et ils vont citer 3 réseaux qui sont la Hérocité et son ECAR, la coalition de villes européennes contre le racisme, et la Urbact. Voilà, excusez-moi, je l'ai mis là. Et c'est fondamental. C'est fondamental aussi pour avoir une meilleure relation avec la société civile, qu'ils sont les vraies armées pour les institutions. Les institutions, elles sont vides s'ils n'ont pas la société civile à côté, qu'elle lutte, qu'elle fait des choses avec les institutions. Elle ne peut pas rester séparée. Voilà, l'écart, c'est en tentative, il y a 20 ans que nous sommes dans les champs, de faire les choses. Notre carte constitutionnelle, ce n'est pas une déclaration des droits ou de valeurs, etc., mais c'est un plan d'action en 10 points. C'est proposer l'échange de bonnes pratiques, etc., mais c'est de faire. Parce que pour nous, nous sommes 2 villes, nous sommes les institutions. Nous pouvons faire des choses. Nous pouvons aller dans la rue et crier, ou faire de la grève. Nous pouvons faire. Et pour nous, ville de Car, mais pour toutes les villes, je crois, pouvoir, ce n'est pas un homme, c'est un verbe. Nous pouvons faire. Ça, c'est les pouvoirs de la ville. Alors, nous pouvons faire, effectivement, ce qui nous amène peut-être... Alors, on va pouvoir peut-être revenir sur ces questions de l'action européenne, des réseaux, ce que j'appellerais la cause commune, tous face à ça. Séraphin, peut-être voulait compléter rapidement, peut-être par rapport à l'ONU, l'UNESCO. Alors, l'ONU et l'UNESCO au niveau international luttent contre le racisme depuis très longtemps. Aujourd'hui, ce que l'on peut constater au niveau international, c'est que chaque fois qu'on ne résout pas un problème, chaque fois que par l'intervention solidaire, on n'apporte pas les besoins là où ils sont nécessaires, alors on développe et on facilite la xénophobie et le racisme. On voit bien que dans beaucoup de pays, ce qui fait que chacun s'oppose, c'est qu'ils n'ont pas ce qui leur est nécessaire et ce qu'il est nécessaire pour vivre. En même temps, dans ce réseau mondial et dans cette information mondiale, on voit bien que tout le développement du terrorisme et tout le développement de la radicalisation s'appuie toujours sur un autre à exclure, un autre dans lequel on est autorisé de penser que sa mort peut être utile. Et cette radicalisation de l'autre, elle se développe beaucoup. En même temps, soyons optimistes dans le sens que des révoltes et des prises de conscience mondiales arrivent. Tout le développement du mouvement Black Lives Matter et sa diffusion dans le monde, tout le mouvement de lutte contre les génocides à base xénophobe,
sont importants, donc il y a une mobilisation. Mais certes, chaque fois que on a des besoins, comme je le disais, on a des inquiétudes et ces inquiétudes vont alimenter la xénophobie. Si on regarde dans les conflits mondiaux, on voit toujours émaner un groupe qui va être le groupe discriminé et le groupe que l'on va rejeter. Ce groupe-là va immédiatement être montré du doigt comme responsable. Alors, peut-être maintenant, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, si je le ramène à cette question d'universalisme qu'on posait en ouverture, on vient de voir avec Benedetto et avec l'intervention de Séraphin que finalement, ce qui se passe actuellement en France existe également au niveau européen. Et voilà. Et les récentes mobilisations, suite à l'affaire George Floyd, mais d'autres que vous soulignerez peut-être, font ressortir des divergences entre les mouvements antiracistes. Il y a des divergences de vues. Et effectivement, l'impression qu'il y a des approches qui peuvent être diversifiées, assez morcelées. On voit remonter des revendications qui sont peut-être plus identitaires, hein, qui ont peut-être tendance à prendre les choses d'une manière différente de l'antiracisme que j'appellerais historique, si vous me le permettez. Et je trouve qu'il serait peut-être utile de faire un rapide retour aux origines. Je me tournerai bien vers Herman et Dominique pour vous demander de nous expliquer comment s'est structurée la lutte antiraciste en France. Comment est apparu l'antiracisme militant. Alors, Vas-y. C'est difficile de se concerter quand on est l'un en caméra et l'autre sur le présent, mais... Moi, je veux bien en dire un mot sur plusieurs éléments. C'est que, d'abord, ce que l'on pourrait qualifier de lutte antiraciste remonte assez loin, puisque la question qui va se poser, c'est d'abord celle de l'abolition de l'esclavage, qui notamment va, au moment de la Révolution française, être un grand débat, qui va aboutir d'ailleurs à une première abolition de l'esclavage, puis à une deuxième abolition en 1848, qui sera l'abolition définitive. Il y a évidemment toute la question de la relation au colonialisme, puisque lorsque la Troisième République reconstitue un empire colonial en France, il y a de très vives oppositions à l'Assemblée nationale entre les tenants de la colonisation et ceux qui s'opposent à la colonisation, pour des raisons diverses d'ailleurs, hein, entre ceux qui disent qu'il faut d'abord se venger de l'Allemagne et ceux qui disent c'est indigne d'aller coloniser puisque nous sommes la patrie des droits de l'homme. Et bon voilà. Donc, et nous avons ensuite, au-delà de ces luttes coloniales, évidemment la question de l'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus, qui est aussi un grand moment de prise de conscience de la question de la haine vis-à-vis d'un groupe qui d'ailleurs va donner lieu en France à la création de ce que l'on pourrait qualifier de première organisation antiraciste durable avec la Ligue des droits de l'homme qui naît de l'affaire Dreyfus, puis la LICA dans l'entre-deux-guerres qui au point de départ d'ailleurs est la Ligue contre les pogroms qui sévissent notamment en Europe de l'Est, puis le MRAP au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette période du XXe siècle, il va aussi y avoir des structurations de lutte directement dans les populations d'origine immigrée, puisqu'on est aussi dans des populations d'origine immigrée venues de l'empire colonial ou de l'ancien empire colonial juste décolonisé. Hein, beaucoup de mouvements autour des travailleurs immigrés, plus ou moins en lien avec les syndicats ou plus ou moins en tension avec les syndicats, et la création de SOS Racisme dans les années 80, qui représente aussi une génération essentiellement de jeunes Français issus des immigrations maghrébines et subsahariennes, et venus également des Outre-mer, hein, Harlem Désir par exemple, qui va qui va tenir effectivement un discours universaliste, qui est un discours classique de l'antiracisme en France, avec des personnes qui sont directement, si je puis dire, touchées par le racisme, mais qui estiment qu'il n'y a pas d'interdit pour lutter. On n'a pas besoin d'avoir telle couleur de peau pour lutter contre le racisme, on n'a pas besoin d'avoir telle religion pour lutter contre l'antisémitisme, puisque c'est l'affaire de tous, dans la mesure où, évidemment, on n'est pas tous touchés de la même façon par le racisme, et on ne peut jamais
complètement se mettre à la place de l'autre. Moi, je ne suis pas un rescapé de la Shoah, ni un descendant de rescapé de la Shoah. Je ne saurais jamais totalement ce que c'est que d'être un descendant de rescapé de la Shoah. Ça ne m'empêche pas d'activer ma capacité d'empathie, qui est comme une capacité humaine basique, fort heureusement, pour me dire qu'il y a là quelque chose du modèle de société que l'on peut construire ensemble, parce que le modèle de société, ça n'est pas une question de couleur de peau ou de religion, c'est une question de valeurs que l'on défend pour construire ensemble une société dans laquelle chacun serait traité à égale dignité. Et je pense que c'est avant tout cela, la question de l'universalisme, qui me semble parfois, je dois le dire, agité dans le débat public de façon un peu étrange, notamment pour dire qu'il y a un problème dans l'antiracisme. Moi, je me méfie toujours de toutes ces personnes qui, dans les chaînes d'infos, parmi les chroniqueurs, ou se présentant comme des intellectuels, lorsqu'ils parlent de l'antiracisme, c'est pour parler des problèmes de l'antiracisme, mais jamais pour parler vraiment des questions de racisme, que sont les discriminations, les violences policières, etc. Et on voit bien que parfois, malheureusement, et c'est cataclysmique, hein, ce positionnement, on voit bien comment la question de l'universalisme, de la laïcité de la République va être utilisée pour ne pas parler des problèmes de racisme, de discrimination, de violence policière, si bien que, et ce qui est une difficulté pour des associations comme SOS Racisme ou d'autres, puisque nous, ces catégories-là, ce sont nos catégories, la laïcité, l'universalisme, la République, mais les gens perçoivent bien, parce qu'ils ne sont pas idiots, que parfois ces catégories vont être mobilisées pour en fait empêcher des avancées dans l'égalité, vers l'égalité pleine et entière entre les individus. Et donc on est sur un champ qui est un peu compliqué, mais même si nous, nous continuons à tenir bon sur ces valeurs qui sont les nôtres et qu'on ne se laissera pas confisquer par des gens malveillants. Et ensuite, pour terminer en 2 mots, on parle de plusieurs types d'antiracisme, etc. Évidemment qu'il y a des mouvements plus ou moins identitaires, c'est pas nouveau d'ailleurs dans l'antiracisme, au passage. Si on prend la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, c'était déjà le cas, et si on prend la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'était déjà le cas. La question, c'est lorsque l'on est frappé par le racisme, comment réagit-on? Est-ce que la race est une réponse? Non. Est-ce que la colère est une réponse? Non. Donc, il faut s'élever d'une certaine façon, c'est pas évident, aller au-delà de la colère, aller au-delà des logiques de protection et de repli, et ça se fait d'autant plus qu'il y a une rencontre avec le reste de la société, qu'il y a une rencontre avec des discours des institutions, avec des discours de l'ensemble des citoyens. Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait des violences policières, c'est Benedetto qui en parlait. Par exemple, c'est une réalité qui est bien documentée, notamment sur la question du contrôle aux faciès, qui pour moi est une forme de violence. En France, c'est quasiment impossible de parler de cela parce qu'on vous dit, mais non, ça n'existe pas. Il a fallu attendre le 4 décembre que le président de la République dise, oui, c'est vrai, ça existe, mais immédiatement, ça a créé une bronca chez les syndicats de policiers, et on peut dire que le ministre de l'Intérieur, assez largement, a abdiqué devant cette bronca. Quand on nie un problème, il finit toujours par ressurgir, et il ressurgit souvent de façon extrêmement dégradée, extrêmement tordue, extrêmement dangereuse, en disant, puisque nous sommes victimes d'une violence raciste, et puisque vous agitez, en le disant ou en ne le disant pas, une logique identitaire, eh bien nous aussi, nous allons vous opposer une logique identitaire. Et on voit comment il peut y avoir des constructions en miroir qui viennent finalement, chacune, attaquer ce qui serait une position de vivre ensemble, une position universaliste. Et je terminerai vraiment en disant, vous savez, ces différents groupes, si on les écoute lorsqu'ils parlent de SOS Racisme, si on prend on va dire des blancs un peu vénères, ils vont dire que SOS Racisme, c'est l'outil du grand remplacement. Si on entend des Arabes un peu vénères, ils vont dire qu'on est aux mains des Juifs. Si on prend des Juifs vénères, ils vont dire qu'à cause de nous, les Arabes ont les coups des franches et les mettent en danger. Et si on écoute des Noirs vénères, ils vont dire qu'on est l'outil de la bourgeoisie blanche. Donc, peut-être qu'une partie de ces gens ont raison, mais il y en a forcément qui ont tort. Bon, mais je pense que le point commun, c'est aussi
le caractère parfois insupportable de se retrouver dans un espace du commun et d'entendre que l'autre est là, que l'autre a le droit de citer et qu'il faudra bien faire avec l'autre pour construire une société. Alors, je suis quasiment certain qu'Herman a envie de compléter. Ouais. Enfin, non, mais je pense que Dominique a bien défini cette idée d'universalisme, puisque c'est le fond de notre débat. Et en effet, pour compléter un peu ce que Dominique disait sur la question de l'universalisme, qui est le combat, qui est le fond du combat des racisme, c'est-à-dire qui ne distingue pas en effet des particularismes et qui fait que pour mener le combat antiraciste ou alors le combat pour l'égalité, il ne faut pas appartenir à une catégorie quelconque de groupe de personnes qui subit une violence ou une discrimination quelconque. Mais on voit très bien que, et Dominique l'a dit, qu'il y a dans l'espace public aujourd'hui cette émergence, cette éruption de ces revendications, etc., mais qui ont déjà existé, mais qui n'avaient pas beaucoup d'espace, qui n'avaient pas, moi je me rappelle que SOS Racisme, depuis quand même un certain nombre d'années, avant même que je n'y sois, était attaqué, même quand je suis arrivé, il y avait des revendications, mais qui quelque part n'avaient pas beaucoup d'espace dans l'espace public. Il y avait ces petites organisations un peu communautaristes, identitaires, mais qui n'arrivaient pas à émerger. Bon, aujourd'hui, il y a quand même cet accélérateur qui sont les réseaux sociaux qui ont permis quelque part que ces mouvements, etc., captent l'émotion de certaines catégories de personnes, de certains combats, de certaines choses. On parlait de George Floyd, etc. On y reviendra certainement. De ceux qui ont capté ce moment, l'ont complètement sorti, lui ont donné une autre charge pratiquement idéologique pour porter une revendication en faisant le commerce de l'émotion. Mais je crois quand même qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Pourquoi il y a cette émergence de ces revendications communautaires? On ne peut pas uniquement dire que, bon, bien sûr, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de raisons, parce que d'ailleurs, je pense que cette émergence de ces mouvements qui veulent attaquer l'universalisme ont d'abord une volonté, quelque part, de vouloir ramener le combat antiraciste à des principes qui sont beaucoup plus personnels, et donc, de fait, vont écarter des personnes qui ne sont pas concernées par ce combat. Et le danger dans cette histoire, c'est pas que l'universalisme, SOS Racisme et bien d'autres soient attaqués. Je pense que la véritable faille aujourd'hui, Dominique en a parlé, c'est un journaliste, c'est un média qui peuvent parler en disant que le mouvement antiraciste est divisé pour telle ou telle chose, en donnant bien évidemment des espaces que ces mouvements n'avaient pas. La deuxième chose, c'est aussi la responsabilité de l'État, la responsabilité du pouvoir public, de savoir en effet de ne pas faire un mélange de tout et de ne pas se dire que tout vaut tout. Non, tout ne se vaut pas. Et parce qu'on est quand même dans un contexte où aujourd'hui, on voit que ces mouvements, Benito avait Vincent Alava, Séraphin, autant pour moi, en parlait tout à l'heure, on voit émerger à travers ce débat non seulement ces mouvements identitaires qui, d'abord, disent que l'universalisme ne résout pas les problèmes, que l'universalisme ne permet pas de parler des particularismes, que l'universalisme gomme des particularismes. Or, c'est tout le contraire, c'est ce qu'on disait, c'est tout le contraire, c'est-à-dire l'universalisme prend en compte l'ensemble des particularités, l'ensemble de ce que nous sommes. Et c'est ce que je pense que Dominique disait ou voulait dire quand il dit qu'il n'est pas descendant de juifs pour mener un combat contre l'antisémitisme. Moi, effectivement, je ne suis pas d'une catégorie quelconque. Et d'ailleurs, je ne suis pas antiraciste parce que je suis noir. Il faut qu'on le comprenne très bien. Moi, je le suis parce que c'est un combat de valeurs, comme Dominique l'a dit, et que certains estiment que l'universalisme va gommer ces particularismes. L'universalisme, comme j'entends même, certains disent que c'est mou, et donc ça ne peut pas porter le combat tel qu'il le faut aujourd'hui. Et donc la responsabilité de l'État, des pouvoirs publics, comme je le disais, c'est que c'est
ces pouvoirs publics devraient aussi comprendre qu'on est dans un contexte où, aujourd'hui, il y a des associations qui portent ce combat universel et qui ne doivent pas être mis au même niveau que ces revendications identitaires, parce que finalement, c'est considéré que tout se vaut, et au lieu de parler, comme je le disais, des discriminations et autres, on parle des problèmes, des pseudo-problèmes qui peuvent exister au sein de mouvements antiracistes. Alors effectivement, dans quelques instants, je vais me tourner vers Séraphin, qui mène, dans le cours de ses recherches, de nous amener le regard qu'il porte ou l'analyse qu'il porte sur ces justement différentes grilles voilà, de l'antiracisme. Avant, je voulais me tourner vers Benedetto, qui souhaitait réagir durant l'intervention de Herman. Alors, quel regard vous portez justement? Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, c'est vraiment simple, vraiment simple. C'est la maison de l'universalisme, c'est l'institution. S'il y a un vide de lutte contre le racisme dans le cadre universel, si là-bas il n'y a pas un espace où la rage, tous les problèmes, peuvent être canalisés institutionnellement, c'est là qu'il va naître le communautarisme. L'institution, c'est la maison par tous, avec ce différent, parce que ce n'est pas tout la même chose. Hein. Si nous faisons un mélange que c'est tout la même chose, c'est un autre problème. Mais l'institution, il faut qu'elle combat, et alors là-bas, c'est universaliste, parce que la référence unique de l'institution sont les valeurs de la Constitution pour la France, mais aussi en Italie, et les grands chartes des droits de l'homme de l'Union européenne, etc., etc. Donc merci Benedetto. Séraphin, je reviens donc vers vous. Quelles sont les grilles de lecture des uns et des autres? Est-ce qu'on est en train de passer d'un idéal universaliste que soulignait Herman, ou à des luttes et des revendications strictement catégorielles? Alors, pour répondre à ça et pour faire écho au débat, je pense qu'il faut prendre 4 angles pour bien le comprendre. D'abord, prenons celui-là en tant qu'universitaire, permettez-moi de le prendre, l'angle scientifique. Il est normal qu'à tout moment, toute théorie déjà établie puisse être critiquée, remise en cause, que des travaux de recherche approfondissent les théories politiques, sociales, l'histoire, et donc ce mouvement-là, une partie de ce mouvement-là est un mouvement qui, à juste titre, peut revendiquer le droit de regarder. On peut avoir un discours décolonial et discuter, savoir si la décolonisation s'est faite ou n'est pas arrivée jusqu'au bout. On peut avoir une discussion si après tant d'années de lutte antiraciste, on a réussi ou pas et comment ça fait. Et on peut réfléchir à la question du lien entre identité personnelle et identité humaine. Hein, je différencie bien parce que mon identité humaine me ramène au tout et mon identité personnelle me ramène à moi et au cœur de mon identité personnelle et de ma famille. Et donc, il est normal que l'on a ça. Et une partie de ces mouvements ont été alimentés, sont aujourd'hui alimentés par un regard critique et qui a le droit d'exister, qu'il doit exister, qu'il doit pouvoir fonctionner. En même temps, il y a des évolutions qui étaient déjà dans le mouvement antiraciste, mais qui se font un peu jour sur cette question, communauté ou pas communauté. Est-ce que je deviens moi en m'identifiant au tout fraternel, à la fraternité, en luttant et en arrachant les racines du racisme, ou est-ce que je suis moi parce que je manque dans une communauté, dans un espace où certaines populations pouvaient se sentir niées de leur résistance communautaire, niées du droit à le faire. Je me rappelle très bien, je suis un immigré et quand je suis arrivé, je suis espagnol. Bien sûr, j'ai entendu salle espagnole. Hein, ou quand on mangeait notre paella, mais comment ils mangent avec les mains. Donc, il peut y avoir cela. Et donc, il est normal que la question et la tension entre lutte antiraciste et communauté soient questionnées.
C'est quoi? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être ensemble? Et je rappelle toujours la phrase de Senghor, l'arbre, pour parler aux étoiles, a besoin d'enfoncer ses racines dans le sol. Et s'il a besoin d'enfoncer ses racines dans le sol, c'est la question communautaire. Si cette question communautaire se crispe et elle devient un espace de protection et un espace de retranchement, alors oui, on est dans un communautarisme qui, fondamentalement, est un groupe d'exclusion. Si je ferme la porte de ma communauté à des échanges avec les autres, alors je crée un espace identitaire. Et là, on voit bien que dans certaines dérives, on a parfois ces espaces. Il faut pouvoir les ouvrir. Mais c'est des débats aujourd'hui dans le XXIe siècle. Hein. On est au cœur même de ce débat. Est-ce qu'on doit aller vers assimilation, intégration, créolisation toutes ces questions-là, elles doivent être portées. Simplement, on voit bien que dans les mouvements, un certain nombre ferment la porte, excluent, et sur un bilan politique qu'ils font d'un mouvement, vont proposer plutôt des identités que j'appelle, moi, identités radicales, qui vont nous produire un monde qui est un monde d'assemblage de gens qui ne se parlent pas. Mais, enfin, si je peux permettre, mais je pense qu'on n'est pas très loin, mais la question du bilan de l'antiracisme, bien sûr qu'il faut le faire, mais de toute manière, une politique se mesure à l'aune de ses résultats. Donc, on est bien évidemment d'accord à SOS Racisme, et on le fait d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le méthode, Dominique parlait des jeunes, etc., des réseaux sociaux, on s'adapte, il y a un monde qui évolue. Mais la question qui est posée dans notre débat, me semble-t-il, c'est toute la confrontation qui est faite dans la deuxième partie de votre intervention sur certains mouvements qui aujourd'hui essayent de fermer la porte. C'est-à-dire, en fait, ce que je disais avec une réelle volonté, même parfois assumée, revendiquée, aujourd'hui, de fermer la porte à d'autres en expliquant que, en fait, l'universalisme va gommer ce que nous sommes. Or, c'est totalement faux. L'universalisme vise certainement et sûrement à construire cette généralité en prenant en compte l'ensemble des particularismes. Et donc, on est face à certains mouvements qui, aujourd'hui, parfois même, parce que ces mouvements veulent avoir pignon sur rue, parce que nous, on le voit, on est suffisamment attaqués, comme ça, par le fait que, mais d'ailleurs, Dominique l'a dit, ils sont très pro-juifs, ils sont aussi, enfin, les uns qui disent qu'on est vendu aux juifs, les autres qui disent qu'on est vendu aux arabes, et les autres, ainsi de suite. Donc, quelque part, pour nous, je pense que l'idée même de construire un espace commun, et Benedetto en a parlé, qui disait que s'il n'y a pas ce principe, cette maison universelle, pour qu'on mène ces batailles ensemble, pour qu'on construise cette égalité, parce qu'au final, c'est le débat pour l'égalité, et donc cette égalité qui n'a ni couleur, il faut qu'on la construise ensemble, qu'on parte sur des concepts communs pour construire cette égalité. Et donc, moi, je suis d'accord avec vous. Le SOS n'a jamais... On n'est pas fermé à faire le bilan de l'antiracisme, à faire le bilan, que ce soit sur le plan militant, politique, etc., etc. Bien au contraire, nous pensons que nous sommes dans une période où, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, avec les montées des théories complotistes, avec des théories de conspirationnisme, avec du bouc émissaire, etc., etc., et que c'est en éliminant l'autre qui a aussi autant de problèmes que peut-être je trouverai ma solution. Donc je pense que c'est là le vrai danger et c'est là l'enjeu de l'antiracisme aujourd'hui. Oui. Et pour terminer, il me semble, je vais prendre une anecdote. J'étais dans une banlieue parisienne et je travaillais avec des jeunes sur cette question-là. Et je les avais vus il y a 2 ans. Ils étaient tous pour eux, ils étaient des frères. C'était des frères et ils étaient tous frères plutôt du côté de l'islam. Et là, je discute avec eux. Ils sont tous antiracistes. Et je vois un jeune Tunisien et je lui dis, toi, tu es avec eux? Oui, parce que moi aussi, je suis noir. À l'évidence, il était tunisien, il n'était pas noir. Mais le noir, pour lui, c'était le combat antiraciste. Et il était. Et je lui ai dit, tu peux être antiraciste, mais
tu es de la même couleur que moi, tu es blanc, mais tu peux le faire. Il se sentait un petit peu mal dans sa peau, parce que cette idéologie antiraciste qui revient, et je trouve qu'on a dans les banlieues cette idée du combat, si on la ferme vers tu ne peux être antiraciste que si tu es noir et si tu ne l'es pas, alors on va désespérer une jeunesse qui peut-être est prête à lutter pour quelque chose qui est dans le vivre ensemble et qui va retourner à une communautarisme de ma communauté enfermée par rapport à l'autre. Alors, ces échanges sont passionnants et en même temps, le temps file assez vite. Donc, j'aimerais qu'on puisse aussi aborder diverses choses et notamment la question de la jeunesse. Je sais que certains d'entre vous y sont très sensibles. Peut-être que juste avant, si je fais peut-être un peu, je prétendrai pas faire la synthèse, mais en tout cas, ce que vous pointez tous, c'est quand même une lecture un peu binaire de certains mouvements communautaristes qui opposent systématiquement le blanc, le noir, le dominant, le dominé. Voilà, peut-être aussi, dans certains cas, on a fait référence à l'affaire George Floyd, un traitement plus émotionnel que fondé sur la raison. Qu'est-ce qui amène ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire finalement pour que ça pointe sur ces manières de considérer les choses? Est-ce que c'est l'héritage du passé colonialiste qu'évoquait Dominique tout à l'heure? Est-ce qu'on a besoin de réparer l'histoire pour avancer? Dominique souhaitait intervenir, je crois. Ouais, je veux bien en dire un mot. D'abord, le problème, c'est pas l'émotionnel. L'émotionnel, j'allais dire, la lutte peut très bien s'appuyer sur l'émotionnel. La question, c'est est-ce qu'on en reste à l'émotionnel ou est-ce que l'on construit quelque chose? Évidemment, lorsqu'on en reste sur l'émotionnel, ça peut ponctuellement donner des choses très puissantes, mais qui derrière ne structurent rien. Et on voit aussi la difficulté entre ce qui s'est passé au mois de juin et un peu juillet en France et aujourd'hui, la difficulté à ce qu'il y ait de la structuration de combat. C'est ainsi, et ça n'est pas aidé par la pandémie par ailleurs. Je pense qu'il y a des blocages en France sur nos sujets qui sont des blocages anciens entre des institutions qui sont dans une forme de refus de voir toute une partie des problèmes. Je parlais tout à l'heure de la question des violences policières et du racisme dans la police, mais c'est affligeant. Mais c'est incroyable. Je veux dire, toutes les études, il n'y en a pas une seule qui montre l'inverse, montrent qu'il y a du contrôle aux faciès. Toute une série de témoignages montrent que lorsque on est noir ou arabe dans la police, on peut être victime de racisme. On parle de fonctionnaires. Il n'y a pas un mot de l'État, vis-à-vis de ces fonctionnaires noirs ou arabes qui doivent témoigner anonymement pour dire qu'il y a un problème dans ce corps pour eux. Mais c'est affligeant en réalité. Et donc, quand ceux qui parlent au nom de la République ne sont pas en situation de vouloir dire les problèmes ou de vouloir les régler, il ne faut pas, d'un certain point de vue, s'étonner qu'il y ait des tentatives d'aller voir ailleurs, d'aller chercher des théories, d'ailleurs assez mal contrôlées, assez mal comprises. On parle beaucoup des théories décoloniales, qui est un vaste fourre-tout dont on ne sait pas très bien ce que les gens mettent dedans, d'ailleurs souvent, ni dans ceux qui les critiquent, ni dans ceux qui disent y adhérer. Parce que d'ailleurs, c'est intéressant la question du décolonialisme, mais dans un contexte aussi très particulier de l'Amérique latine, par exemple, où ça renvoie à un processus historique de réflexion sur les matrices des sociétés qui sont là des matrices esclavagistes et coloniales quasi exclusivement dans les pays d'Amérique du Sud, dit Amérique latine, d'où d'ailleurs montre déjà le problème de la matrice en question. Bon voilà. Donc il y a des phénomènes de blocage qui vont entraîner des crispations, qui vont entraîner des façons d'essayer de trouver comment il faut débloquer tout cela, parfois de façon maladroite, parfois de façon contre-productive, avec évidemment des gens qui vont venir avec parfois des logiciels qui sont des logiciels davantage identitaires, évidemment, mais j'allais dire, on est dans la vie politique, et dans la vie politique, dans la vie des idées, eh bien, on trouve de tout. La question, c'est
lorsque l'on parle au nom de l'universalisme, lorsque l'on emploie le mot de République, lorsque l'on veut promouvoir l'égalité, à quoi est-on renvoyé? Est-ce que la République, elle est accueillante, assez dynamique, ou est-ce que elle est dans une forme de malaise en renvoyant ceux qui les portent soit à une démonisation, soit à une forme de silence poli? Et je peux le dire par rapport à SOS Racisme, je suis assez affligé de voir comment finalement les propositions que l'on peut porter rencontrent trop peu d'écho en termes de réalisation au niveau des pouvoirs publics. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite que cela entraîne malheureusement des mouvements peut-être un peu moins ragoûtants. Et dernier élément, vraiment pour terminer, on est aussi dans un monde, on parlait de l'émotionnel, on est aussi dans un monde de réseaux sociaux, dans un monde où la question du collectif, elle est beaucoup plus compliquée, dans un monde beaucoup plus horizontal, et avec une méfiance sur tout ce qui est institué, sur tout ce qui est institutionnel, au profit d'investissements ponctuels, voire extrêmement narcissiques, et la revendication identitaire, elle a aussi cette dimension narcissique parfois qu'il faut aussi bien prendre en considération, voire le fait de ne pas vouloir lutter pour l'autre. Parce que quand on dit il n'y a que les gens directement concernés qui peuvent lutter, avec des gens qui disent « Ah, mais vous avez raison, il n'y a que les concernés qui peuvent lutter », mais ça permet aussi aux gens de dire bah, « Je n'ai pas à lutter puisque je ne suis pas directement concerné ». C'est aussi une façon de s'extraire de la lutte d'une certaine façon en faisant mine de venir appuyer les groupes qui seraient frappés par ces fléaux. Donc voilà, je pense qu'il y a un ensemble de faits et que ce qui est important, c'est comment rappeler l'importance de l'institution, non pas forcément de l'institution telle qu'elle est, parce que toute institution est interrogeable, voire remplaçable, mais l'institution, c'est important, le collectif, c'est important, et la raison, c'est important si on veut avancer vers l'égalité et construire une société. Le reste, c'est de la circulation émotionnelle, et la circulation émotionnelle, même s'il faut entendre les émotions, il faut toujours entendre les émotions, mais l'émotion, la colère, la haine, ce ne sont pas des politiques. Alors, effectivement, la question des institutions, je comptais effectivement demander à Benedetto, avec le regard européen, de faire la conclusion, peut-être là-dessus. Une question avec le temps file vraiment très vite, donc si on veut garder un peu de temps pour les réactions et les questions des internautes, ce qui serait intéressant, on va essayer, si possible, d'être un peu plus rapide dans les questions. La question qui me venait en écoutant le propos de Dominique, c'est de me tourner vers l'enseignant qui est Séraphin, dans ses multiples occupations. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à enseigner plus ou mieux l'histoire des minorités? Alors, c'est bien évident que l'éducation nationale a un rôle, et un rôle fondamental. L'éducation familiale, l'éducation sociale, l'éducation civique, un rôle fondamental, et elle est souvent absente. Faut dire que notre niveau culturel sur la compréhension des minorités, au-delà de la nôtre propre, est très bas, et qu'il y a besoin pour tous de faire l'effort de découvrir et de comprendre les autres communautés et le découvrir. Hein. Je vous prends un exemple, je ne dirais pas dans quelle direction du ministère de l'Éducation nationale je discutais sur les actions sur l'antisémitisme, et je montrais une action à Paris qui me semblait intéressante, qui était sur la culture juive. Hein, différencier la culture séfarade et la culture ashkénaze, donc Europe centrale et Maghreb. Et la personne me disait, mais non, mais la culture, c'est pas de l'antiracisme, l'antisémitisme. La culture, c'est pour ceux qui s'y intéressent. Ce que l'on doit travailler, c'est ce côté plutôt l'histoire de ces mouvements. Et je crois que non. Je crois qu'il y a besoin que dans notre société, on ait cette culture. En même temps, les espaces aujourd'hui d'éducation, malheureusement, et d'éducation civique, c'est le net. Et là, il y a une absence de l'État flagrante. L'État n'est pas là. Les associations y sont, elles font tout leur travail, mais ne sont pas assez aidées. Et pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, il serait fondamental qu'on investisse dans l'éducation numérique pour promouvoir cette connaissance culturelle de l'autre, promouvoir des actions communes. Et en ce sens, les actions que SOS Racisme font participent à ce mouvement de connaissons-nous et respectons-nous.
D'accord. Alors, brièvement, si on peut, parce que vraiment, on arrive à la... On a plus... Non, non, allez-y, allez-y. Non, mais ce que je voulais dire, le paradoxe dans ce que tu viens de dire, c'est que la machine publique n'est pas au rendez-vous. C'est ça le véritable problème. Moi, je vois l'éducation nationale, bon, évidemment, qu'on aimerait qu'elle investisse encore massivement sur ces questions, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans l'éducation, de manière générale, sur ces questions, parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est c'est le monde de demain, de toute manière. Et donc, face à ces enjeux, et d'ailleurs, je pense que la jeunesse, nous on le voit à SOS Racisme, elle est prédisposée. Il faut tout simplement construire ces réponses et cette offre intellectuelle, éducative, pédagogique, etc. Il faut la construire. Mais quand je dis la construire, ce n'est pas juste quelque chose comme ça qui se fait sur un plan exotique, mais il faut sur le fond. Et je pense que cette jeunesse qui aspire aujourd'hui à être mondialisée, puisque le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas renvoyer la jeunesse à dire qu'elle ne veut pas, elle n'aime pas une autre jeunesse, alors qu'elle est constamment, elle vit sur les réseaux sociaux, elle vit avec un monde qui est de plus en plus ouvert et où les gens se rencontrent de plus en plus. Et moi, je discute encore avec quelqu'un, il y a une étudiante, quand je venais ici, qui disait, moi, mon rêve, c'est de faire le tour du monde. J'ai tellement envie de faire le tour du monde, envie de découvrir l'Asie, etc. Maintenant, qu'on s'intéresse beaucoup via les réseaux sociaux. Et donc, je crois que la connaissance de l'autre, évidemment, aller vers l'autre, c'est la raison pour laquelle nous, à SOS Racisme, on a ces projets, notamment un projet Salam Shalom Salut, et qui permet justement de faire connaître l'autre à travers ses identités complexes et multiples, bien évidemment. Mais c'est ça le cœur même du débat. Tout ce qu'on peut avoir comme débat autour de le repli communautaire, c'est parce qu'on donne de l'espace à ces mouvements identitaires qui se ferment sur eux-mêmes. C'est parce qu'on a laissé cet espace. Et comme la nature a horreur du vide, mais facilement, ces mouvements rentrent là. Et lorsque ces mouvements arrivent à trouver des jeunes qui n'arrivent pas à trouver des réponses, ou alors des interlocuteurs. Dominique parlait des problèmes policiers, la violence policière. Oui, c'en est un. Oui, on ne peut pas juste limiter ça à ce point parce qu'à la fin, ça devient pour beaucoup de jeunes un rejet de la République qui ne veut pas répondre à un problème qui est fondamental. Et à la fin, tout est amalgamé dans leur tête et c'est la porte ouverte à ces mouvements extrémistes qui n'ont pas ce discours républicain, qui sont très éloignés de ces valeurs universalistes. C'est pour ça qu'on assiste aussi en partie à la montée de ces mouvements qui se radicalisent. Alors, les jeunes qu'évoque Herman, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux jeunes de SOS Racisme, du projet, enfin du groupe Salam Shalom Salut, qu'a mentionné Herman, qui nous ont fait de la surprise d'une visite cet après-midi. Donc voilà, et on ne va pas le développer, mais vous allez retrouver les traces de cette visite et puis quelques infos ou liens vers le projet Salam Shalom Salut qui vous renverront les internautes donc, sur le site de SOS Racisme. Vous trouverez ça sur le site. Donc je vais peut-être maintenant me tourner vers vous pour une dernière question avant qu'on passe aux questions, aux réactions des internautes. Les échanges avec vous sont passionnants et on ne voit pas le temps passer. Dominique a soulevé la question, relayée d'ailleurs par Séraphin et Hermen ensuite, du rôle des pouvoirs publics et des institutions. Donc, quelle politique doit-on mener pour faire face à l'urgence et à la complexité de la situation ? Donc peut-être Séraphin, Herman, Dominique, et ensuite on laissera le mot de la fin à Benedetto avec le regard européen et peut-être nous situer les enjeux. Donc ce rôle des pouvoirs publics, vous le définissez de quelle façon ? Qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire ? Pour moi, et dans ma spécialité, je dirais que l'un des rôles des pouvoirs publics, c'est de comprendre qu'il n'y a que l'espace public qui est un espace de fraternité, que les espaces numériques sont des espaces de séparation, d'identité. Et donc, il faut investir dans les actions numériques. Il faut que les espaces publics développent des offres sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité, sur le net. Pourquoi ? Parce que quand on suit ces jeunes, et moi je suis ces jeunes, actuellement je suis les jeunes identitaires d'extrême droite, on voit bien qu'ils s'enferment dans un entre-soi
et que le monde numérique, par les algorithmes, ne va pas leur permettre de rencontrer l'autre. Et l'autre, quand il le rencontre, c'est toujours l'autre pour combattre. Et donc, il faut avoir une priorité. Il y a peu d'institutions publiques qui investissent massivement dans le numérique éducatif. Et on voit les moyens qui ont été mis en place pour le Covid, pour faire la continuité éducative, mais il y a eu peu de place pour des associations et des structures pour les aider à le faire. Donc je crois que pour moi, c'est une priorité parce que demain, c'est de cet espace-là que viendra les radicalités. Et donc c'est là qu'il faut être aux avant-postes pour éduquer citoyennement. Alors, Herman? Je dis peut-être un mot et je laisse Dominique dire le mot de fin sur cette partie. Non, mais moi, je pense qu'au niveau des institutions, d'abord, première des choses, les institutions doivent être exemplaires. Parce qu'on ne peut pas apporter un discours en disant que soyez ci, soyez ça, faites ci, faites ça. Et quelque part, que la machine, le pouvoir institutionnel, le pouvoir public ne soit déjà pas exemplaire, n'envoie pas le message, aussi bien sur sa forme. Ce qu'évoquait Dominique tout à l'heure. Bien sûr, mais quel que soit dans les... Moi, je travaille beaucoup sur les questions du sport, les institutions sportives, etc. Mais quand on parle de ces questions du racisme, on parle uniquement sur le terrain, etc. Mais les institutions sportives, mais allez voir comment elles sont constituées, c'est-à-dire au niveau de la prise de décision, de la direction, etc., etc. Mais c'est quasiment impossible, que ce soit le sexisme, mais vous ne trouvez aucune, ce qu'on appelle la diversité, c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver. Donc, je pense qu'il y a, pour que le message soit audible, il faut déjà que ces institutions, ce pouvoir politique, le pouvoir étatique, soient déjà exemplaires. Après, bien évidemment, parfois j'ai l'impression que ces pouvoirs vivent en dehors du contexte, du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la jeunesse a des revendications. Cette jeunesse a des revendications qui sont multiples aujourd'hui. C'est sur le climat, etc., sur l'égalité, sur l'envie de vivre ensemble. Mais il y a des associations, puisque vous avez parlé des réseaux sociaux, mais il y a quand même, bien sûr qu'il faut y aller aussi, il faut qu'on investisse, il faut des références au niveau des pouvoirs d'État. Mais aujourd'hui, par exemple, la question de l'éducation populaire, qui est quelque chose de fondamental aujourd'hui, qui a fait d'ailleurs ses preuves, ça personne ne peut le nier, des politiques publiques, mais on se rend bien compte que c'est plutôt... De ce côté, nous sommes bien placés pour en parler. On voit très bien comment, à la fois, l'investissement qui doit aller vers ces schémas-là, vers ces produits, vers cette éducation populaire, d'année en année, ne fait plus que baisser, alors que ça doit être l'inverse. Donc, je pense qu'il y a plutôt, on peut débattre, la liste peut être longue, s'il faut dire ce que l'État, le pouvoir public doit faire point par point, mais je pense que massivement, déjà, il faut qu'elle soit exemplaire, qu'elle soit crédible. Et Dominique en a parlé de la jeunesse par rapport au pouvoir public qui fait que, finalement, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de relation, et donc cette défiance, mais tout azimut contre la machine publique. Donc, il faut que l'État retrouve déjà la crédibilité et qu'il soit exemplaire. D'accord. Alors, je pense qu'on va pouvoir se donner un nouveau rendez-vous pour une nouvelle soirée table ronde, puisque bon, effectivement, on peut développer. Voilà, il y a énormément de choses. Peut-être ça reviendra dans les questions des internautes dans un instant, qu'on n'a pas pu aborder. Et voilà. Je voudrais me tourner vers Benedetto. Pardon, Dominique, peut-être voulait intervenir. Pardon. Ouais, j'ai un petit décalage avec Internet, alors pardon. Oui, juste un tout petit mot par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, les institutions, elles ne bougent pas spontanément, elles bougent aussi parce qu'il y a des combats. Tout à l'heure, Benedetto le rappelait, c'est aussi parce qu'il y a une société civile qui existe, c'est aussi parce qu'il y a des programmes politiques et que les institutions, je veux dire, une institution laissée à elle-même, sa tendance est de se défendre et de dire on ne va pas bouger parce qu'on est l'institution. Donc, l'institution, il faut savoir la bousculer pour qu'elle évolue. Et ça, c'est des combats qui sont menés politiquement, intellectuellement, universitairement, médiatiquement, peu importe. Donc ça, c'est quand même très important. Et que faudrait-il faire? Moi, je pense que nous avons un problème aujourd'hui avec les pouvoirs publics, notamment en France, mais pas que en France. Il y a finalement une forme d'un monde qui change. Et si je prends la France, finalement,
les jeunes Noirs et les jeunes Arabes, quand même, il y a un problème avec eux. Que c'est ça un peu le discours non dit. Ces jeunes posent problème. Ces jeunes, il faut un peu les rééduquer parce qu'ils ne comprennent pas très bien comment ça fonctionne la société. Mais à partir du moment où on approche les gens à travers le fait qu'ils nous font peur, ou qu'ils sont en danger, ou qu'ils sont à distance de la civilisation, bah déjà c'est foutu, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas faire société. Et je pense que déjà si on avait un regard au niveau des pouvoirs publics bien plus bienveillant sur une jeunesse qui, je pense fondamentalement, est quand même globalement moins raciste que les générations plus âgées. Les études montrent quand même aussi dire qu'il y a quand même des phénomènes de tolérance et de banalité finalement d'un monde métissé. Peut-être que ce serait pas mal et que ça changerait une perspective et qu'on ne serait pas dans des phénomènes de blocage en disant on ne va changer sur rien parce que si on lâche quelque chose, c'est la fin de la civilisation et c'est l'entrée de la barbarie. Même si c'est pas dit comme ça, il y a quand même cette peur qui flotte ou cette petite manipulation des peurs qui peuvent exister dans la société, mais de se dire bah, en fait il faut aller gaillardement vers l'égalité et que l'État cesse de se comporter, dès qu'on parle par exemple de discrimination raciale, comme une association. Moi je suis assez affligé que l'État, en matière de discrimination raciale, pendant très longtemps n'ait pas fait grand-chose ou ait fait des testings. Mais des testings, ça nous on les fait, on n'a pas besoin de l'État pour faire des testings. Alors je suis ravi qu'avec Elisabeth Moreno, il y a un petit déblocage quand même sur ces situations et une vraie prise en charge de cette thématique des discriminations raciales, mais on est très très loin du compte en France. Que l'État soit aussi réflexif. L'État aussi, il a des choses, j'allais dire, à changer dans sa pratique. On parlait de la police, mais pas seulement. Moi, je suis contre le concept de racisme d'État. Je trouve que c'est affligeant. On n'est pas sous Vichy. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais l'État est un acteur qui, évidemment, doit réfléchir à ses propres pratiques, à ses propres failles, à ses propres limites en matière de vision parfois discriminatoire qui peuvent exister dans tel ou tel corps de fonctionnaires. Et enfin, la liste serait longue, hein, mais ce serait aussi d'étendre le rapport à l'histoire. Le passé colonial a malheureusement une influence aujourd'hui parce que ce passé nous a légué des systèmes de représentation. Et il faut toujours se méfier de ceux qui disent que tout est colonial et de ceux qui disent que rien n'est colonial. Le colonialisme a en partie redéfini la matrice de nos sociétés, a légué des choses qui sont toujours agissantes. Il faut avoir la maturité de lire ces pages-là ensemble pour pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir. Donc voilà, et ce n'est pas une question de repentance, de repentir, de je ne sais quoi. Enfin, franchement, tout ça. Peut-être une simple question d'éducation, si je puis me permettre. Alors, c'est une question d'éducation et vous savez, tout le monde sait très bien, je pense, au fond de lui, qu'il y a un problème avec ce passé-là. La question, c'est, je dis souvent, c'est comme s'il y avait un cadavre dans la pièce, il y a un cadavre dans le salon, tout le monde sait qu'il y a un cadavre, mais tout le monde fait comme s'il ne le voyait pas. Disant, non, ça va, ça sent pas mauvais dans la pièce. Mais tout le monde sait que ça pue. En fait, peut-on avoir la maturité de se dire, bon là, il y a un cadavre, on va peut-être le dire, on va le qualifier, et puis on va aller l'enterrer ensemble dans le jardin, peut-être parce qu'au moins, ce sera beaucoup mieux après. Et donc, ça n'est pas une question de revanche, de machin, etc. Même si certains peuvent être sur des logiques revanchardes, ça peut exister. C'est comment on est suffisamment mature pour se dire que ce passé-là est un passé d'une extrême violence. Le passé colonial et esclavagiste, c'est une grande histoire de la violence. Et les grandes histoires de la violence, elles sont malheureusement longues à digérer pour les sociétés parce qu'elles ont des conséquences majeures dans les sociétés, sur les corps, dans les esprits, dans les systèmes de représentation, dans les inégalités. C'est ainsi, soyons matures pour affronter cela. Et je pense que l'État doit être un outil pour affronter cela, mais encore une fois, je ne vois pas l'État comme un acteur, qui aurait son autonomie totale. L'État, c'est aussi ce que font les gens qui s'en saisissent par les dynamiques politiques, intellectuelles dans un pays. Alors oui, tout à l'heure, j'ai interrogé Séraphin en employant le terme « faut-il réparer l'histoire ?» Je pense que j'aurais dû plutôt dire tirer les leçons de l'histoire, l'assumer et
les regarder en face. Je me tourne maintenant vers Benedetto pour, malheureusement, si possible, une réponse assez courte. Benedetto, c'est le mot de la fin, presque, avant de passer aux internautes. Quels enjeux pour les institutions européennes aujourd'hui sur cette question de lutte antiraciste? Est-ce que l'Europe doit s'emparer davantage de ces sujets? Quel est le rôle finalement des institutions européennes dans cette affaire? Le rôle des institutions européennes, je pense, si je dois répondre vitement, c'est de faire l'Europe. C'est là. Mais c'est un problème de leader, par exemple. Le leader politique, nous avons besoin de leaders politiques, mais aussi dans l'autre niveau, mais aussi dans le niveau local. Et aussi la responsabilité, comme vous avez dit, le monde éducatif, de toutes les agences éducatives qui ne sont pas plus seulement qu'elles traditionnelles. Il n'y a pas plus seulement les écoles, les universités. Netflix, c'est une agence éducative. Prime Video, je ne sais pas en français, c'est comme ça, c'est une agence éducative. Il faut de faire une alliance éducative entre cette institution. Et ils sont grands, ils sont sans barrière, ils sont globalisés, et seulement c'est l'Europe, cet niveau, qu'il peut faire ces grandes alliances éducatives pour les nouvelles générations, mais pas seulement pour les nouvelles, mais aussi pour les âgés. Parce que tout le monde, il a besoin d'être éduqué, si est le verbe en français, mieux qu'avant, et pour un bon futur. Je suis positif, hein, parce que nous devons croire que c'est possible, c'est vraiment possible. Alors, merci Benedetto. Alors, mon cœur saigne à vous demander, tellement vous êtes tous passionnants, de faire très court, mais je vais quand même le faire, Herman, qui souhaite réagir. Sur l'Europe, bah oui, parce que je crois que c'est pour que les internautes puissent à leur tour... Un des enjeux majeurs, et je crois que, en effet, c'est une question qui se pose aussi à l'échelle européenne, mais j'ai plutôt l'impression que pour beaucoup de jeunes même aujourd'hui, l'Europe, c'est très très loin. C'est tellement loin, on le voit même à travers des élections européennes où il y a très peu de participation parce que l'Europe ne parle pas à cette jeunesse. Mais je crois qu'il faut aussi quelque part un peu assouplir cette machine qu'est l'Europe sur ces questions, mais pas que, mais aussi pour que les jeunes puissent s'appréhender et s'approprier de ce sujet qu'est l'Europe à travers ces questions qui se posent aujourd'hui. J'ai suivi les chiffres que Benedetto a donnés entre les Roms, etc. Et nous, on a mené pas mal de batailles sur ces questions-là. Bon, on ne pourra pas tout revenir aujourd'hui. Mais je crois qu'un des enjeux majeurs se situe au niveau européen quand on sait quand même que toutes les politiques aujourd'hui publiques ça prennent leur appui sur les directives européennes. Et dans ce sens, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est aussi par là que peut-être les mobilisations des jeunesses, etc., la mise en dynamique, leur espace d'expression passera aussi par l'espace que l'Europe leur réservera. D'accord, alors merci pour ce complément. Depuis le début des rencontres pour l'égalité, lundi, la première soirée, Hugues et Nathalie sont mobilisés pour suivre le chat, les réactions, les questions. Donc Hugues, est-ce qu'il y a des réactions? J'imagine que oui, si je vois la masse de fiches sur votre table, et peut-être quelques questions sur lesquelles on va demander des réponses un peu courtes pour avoir le temps peut-être d'en passer plusieurs. Alors, deux premières réactions de Cécile et Geneviève qui mettent en avant l'action du parcours laïque et citoyen du département, qui est un vecteur possible pour défendre l'universalisme. Et une question de Geneviève, est-ce qu'il y a eu une étude longitudinale pour évaluer l'évolution du regard sur l'autre? Donc une question sur le parcours laïque et citoyen des personnes qui se félicitent en tout cas de cette action. Trois questions peut-être suscitées par la présence de Benedetto Zacchiroli qui concernent l'Europe plus précisément. Jean-Michel pose la question, est-ce que l'antiracisme progresse aujourd'hui? Par contre, il a une autre affirmation. L'augmentation des partis d'extrême droite progresse fortement en Europe, à très grande vitesse, même dans des pays qui n'en comptaient pas. Et il cite l'Allemagne avec l'AfD, l'Espagne avec Vox, des pays qui en étaient épargnés.
Il dit « On assiste actuellement à un déferlement de la haine ». Marc, de son côté, peut-être inspiré par les comparaisons qui ont lieu entre les différents pays, comment ils réagissent au Covid, lui, il regarde l'Allemagne et il dit 1 milliard d'euros dépensés pour lutter contre le racisme dans un plan que la coalition va mener entre 2021 et 2024. C'est certainement reconnaître qu'il y a un problème de racisme en Allemagne. Mais il pose la question, fait-on suffisamment dans notre pays? C'est en écho à certaines interventions qui ont eu lieu sur le plateau. Enfin, Fabien on va peut-être pose une dernière question sur l'Europe. C'est une question sur l'Europe. Je termine sur l'Europe, comme ça ce sera traité pour les questions. Fabien demande comment l'Europe accepte de ne pas conditionner son plan de relance de 750 milliards au respect de l'état de droit. Les États membres doivent proscrire racisme, antisémitisme, homophobie. Ce n'est pas négociable. Voilà ce que Fabien nous dit. Alors s'il le veut bien, peut-être Benedetto, d'une part sur les politiques européennes. Très vitement, vraiment, je remercie Jean-Michel, Marc et Fabien. Je vais résumer, je tente. Voilà, nous avons déjà la charte des droits fondamentaux. Nous sommes sauf. Là-bas, il y a l'horizon que nous devons avoir avant de tout. Et j'espère, je crois, il y a deux choses. Premier, l'argent. Pas d'argent, pas de politique, pas de tout. La deuxième, c'est la vraie Europe, quel que ce n'est pas loin, mais ses voisins, c'est que ce n'est pas seulement une union économique, mais aussi une union des droits et des valeurs. Je prie tous les soirées, dans l'église, dans les synagogues, dans les mosquées, partout, parce que s'il y a une troïka économique, s'il y a un problème sur les pactes de stabilité et sur les pourcentages économiques, alors elle arrive, la troïka, elle arrive en Grèce, elle arrive, elle va amener à le faire, etc. Qu'il y a un troïka des droits. S'il y a des États où il y a quelque chose qui ne va pas bien, alors il doit arriver aussi la troïka. Parce que l'euro, nous avons eu la chance, par exemple, c'est un exemple formidable. Si vous prenez une pièce de monnaie de l'euro, il y a deux faces. La première, c'est les valeurs économiques. Ensuite, il y a des valeurs culturelles que chaque nation de l'Europe a choisies et nous sommes en train de mélanger toute cette monnaie avec toute notre culture qui sont là, fermées dans la déclaration des droits, dans la charte des droits. C'est ça que nous avons besoin. Argent et les droits et la troïka. Alors, et peut-être sur une des deux faces de la pièce, un mot sur la montée de l'extrême droite, qui faisait partie des questions. Ça, c'est vraiment, c'est exactement, c'est tous les fois dans l'histoire moderne ou contemporaine, quand il y a des problématiques qui concernent l'économie, le travail, etc., l'extrême droite, elle a cette faveur de trouver les coupables, c'est comme ça, je ne sais pas les mots, c'est bien, les coupables, et voilà, c'est la montée de l'extrême droite. C'est une maladie, et il faut être... Les combats de l'extrême droite, c'est la culture. Hein. Culture, éducation, pas des autres. Il n'y a pas des autres possibilités. Alors tout à fait. Peut-être qu'on peut prendre une autre petite série de questions, Hugues. Alors, Nathalie, effectivement, précise que le racisme est le rejet de l'autre et il est lié à la montée des inégalités. Il est en écho à ce que vient de dire Benedetto. Ne faudrait-il pas refraterniser les peuples en remettant l'équité et l'égalité au cœur de nos sociétés? Enfin, Pierre, comme Cécile, regrette qu'on parle d'antiracisme. L'idée de race est dénuée de contenu ou de valeur scientifique. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre mot, puisque on ne peut pas parler de race aujourd'hui, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Catherine demande, est-ce qu'il faut censurer, pénaliser le racisme? Est-ce vraiment la solution? Marie, une autre question. Pose la question du racisme anti-blanc. Question polémique. Existe-t-il? Est-ce qu'il peut y avoir des réponses de la part du plateau?
Alors je pense déjà qu'avec juste ces 4 questions, on peut refaire 1h45 de débat sans aucun problème. Peut-être que sur la question de la refraternisation, on pourrait demander à Séraphin, et après, sur la suite, Dominique, ou enfin comme vous voulez. Ok. Oui, peut-être sur cet élément, juste un mot du point de vue éducatif. La question de l'altérité, elle ne peut se travailler qu'en dans l'action commune. C'est parce qu'on est compagnons, c'est-à-dire parce qu'on partage le pain, qu'on se rend compte que l'autre a une égalité avec moi parce qu'il a mis en place ces éléments-là. Et pour rebondir sur la question du parcours laïque et citoyen, c'est bien un espace dans lequel on propose au collège, et les associations proposent au collège, de faire choses ensemble, de faire des éléments ensemble. Et souvent à l'éducation, je trouve que malheureusement, on ne donne pas assez d'outils pour qu'il y ait des groupes de projets, des groupes d'action. C'est dans ce faire ensemble qu'on se rend compte de quelque chose. Mais par contre, la fraternité, elle ne peut être conduite que quand on a quelque chose à partager. Et que si on n'a rien à partager, on ne peut pas être fraternel. Pourquoi? Parce que je le dis souvent dans les quartiers, la question d'être frère avec celui qui te ressemble, mais facile, fastoche. Hein, cherche à être frère avec celui qui ne te ressemble pas. Et peut-être avec celui avec qui tu n'as pas envie de prendre un repas. Pourquoi? Parce que ta fraternité n'est pas une fraternité de connivence, c'est une fraternité sociale. Et qu'il faut aller rechercher ça. Et là, dans les interventions, les questions sont là, ça passe par la question de l'égalité. Et que cette égalité, il faut arriver à comprendre qu'une société propose une équité et pas une égalité totale. Et que cette équité, elle va leur permettre de l'atteindre. Et ça, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à montrer pour montrer que la lutte contre le racisme passe par les valeurs républicaines. Dominique? Oui, sur la question du mot antiracisme, les antiracistes ne disent pas que les races existent. L'antiracisme est une contestation des idéologies racistes qui sont contestées parce que précisément elles présupposent quelque chose de faux au point de départ, à savoir l'existence de races au sein de l'humanité, et que ces races seraient évidemment hiérarchisées, puisque à chaque fois que l'on a défini des races, c'était pour les hiérarchiser. Et d'ailleurs, ceux qui les hiérarchisaient avaient, avec beaucoup de bonheur, le plaisir de voir que la race à laquelle ils appartenaient était en haut de la hiérarchie. Ça tombait bien, au demeurant. Donc, évidemment que l'antiracisme ne présuppose pas l'existence de race, il conteste l'existence de la race. On pourrait dire que l'antiracisme ne se lance pas dans une guerre des races, il se lance dans une guerre à la race, c'est-à-dire à ce concept qui est un concept qui a une puissance classificatoire extrêmement robuste, extrêmement résistante, qu'il faut démonter progressivement, et ça prendra du temps. Le deuxième élément sur la question de la pénalisation du racisme. Alors, ce qui est pénalisé, ce n'est pas tellement le racisme, ce sont les actes ou les propos racistes, parce que quelqu'un qui est raciste dans sa tête, bon, il fait ce qu'il veut, on ne va pas aller voir dans son crâne ce qui s'y passe. Et je dis souvent, quelque part, je m'en fous de savoir si Marine Le Pen, elle est raciste. Par contre, ce qui m'importe, c'est de savoir ce que sont les actions, ce que sont les actes, ce que sont les propos. Est-ce qu'il faut le pénaliser? Bien sûr qu'il faut le pénaliser, parce que ce sont des agressions. Quand on parle de pénalisation du racisme de façon générale, c'est la circonstance aggravante qui va être retenue pour des délits ou des crimes, on va dire, classiques. Et c'est aggravé parce que la société estime, à juste titre, que la question du racisme, elle ne relève pas du fait divers, elle relève de la dissolution du lien social. Et donc c'est extrêmement dangereux, d'où ce caractère aggravant. Pour la suite, lorsqu'on est sur des propos ou des discriminations à caractère racial, c'est une remise en cause de l'égalité, c'est une fragilisation de la personne dans l'espace social, et la France a quand même une histoire des propos racistes, des propos antisémites, notamment dans les années 30, hein, et on sait très bien que souvent les actes sont précédés d'une mise en conditionnement par les mots
qui vont, j'allais dire, agencer le réel de telle façon à le voir comme un réel qui est composé de différents groupes dont certains sont à détruire parce qu'ils poseraient une menace dans la société. Et enfin, sur la question du racisme anti-blanc, nous refusons ce concept de racisme anti-blanc. Pourquoi ? Non pas qu'il n'y ait pas des Noirs ou des Arabes qui ne soient pas racistes envers les Blancs, évidemment qu'il y a des Noirs et des Arabes qui vont se dire racistes envers les Blancs, quand bien même les Arabes seraient des Blancs, mais bon, bref, passons. Donc, le racisme, il peut aller dans tous les sens. Évidemment qu'il peut aller dans tous les sens. Ceci étant, la thématique du racisme anti-blanc est une thématique qui fait référence à ce qui avait été mis dans le débat public à la fin des années 80 par l'extrême droite, à savoir le racisme anti-chrétien ou le racisme anti-français. Et ceux qui ont mis ça dans le débat public, l'extrême droite, notamment catholique intégriste, ne le faisaient pas pour lutter contre le racisme, mais elle le faisait pour dire, en fait, on pense que les vraies victimes du racisme, ce sont les Noirs et les Arabes qui seraient frappés par les Blancs, mais nous vous disons que le vrai racisme dans la société, il est produit par ces Noirs et ces Arabes à qui nous avons, avec beaucoup trop de naïveté, ouvert la porte, et aujourd'hui, eh bien, ils nous mettent en coupe réglée et on n'est plus chez nous. Et donc, encore une fois, je pense qu'il faut remettre les choses d'équerre. Les personnes qui sont victimes de discrimination raciale, qui sont victimes de propos extrêmement dégradés dans l'espace public, qui sont victimes de contrôle aux faciès ou de violences policières, ce sont bien des catégories massivement très ciblées. Et je prendrai, pour terminer, un parallèle. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales par des femmes? Oui, ça existe. Évidemment que ça existe. Est-ce que l'on fait le reproche aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes de ne pas s'occuper des violences faites aux hommes? En fait, non. Pourtant, personne ne nie qu'il y ait des hommes qui soient victimes de violences. Mais le phénomène social massif, c'est bien le fait qu'il y a des femmes qui se font éclater la tête par leur mari parce qu'ils estiment que de toute façon, ils ont le droit de se comporter ainsi en raison d'une pensée patriarcale qui n'a pas encore totalement cédé, quitté la scène de l'histoire. En fait, c'est la même chose, me semble-t-il, sur les questions de racisme, même si, encore une fois, toute forme de racisme, quelle que soit la personne qui l'exprime, est évidemment condamnable. Alors, ça sera le mot de la fin, puisqu'il faut que il nous faut conclure désormais. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on va prendre rendez-vous. Dès que c'est terminé, on va sortir nos agendas pour vous reproposer une suite de cette soirée. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Donc, avant de remercier chaleureusement nos invités, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe, à commencer par Hugues et Nathalie qui suivent le fil des questions. Je sais qu'ils en avaient énormément, mais vous pourrez retrouver toutes les questions en ligne puisqu'ils prennent le soin de les taper et de les faire apparaître. Donc toutes les questions qui ont été posées sont à disposition dès demain matin, je crois, des internautes, du public. Je voudrais remercier toute l'équipe technique qui est très nombreuse. Vous ne les voyez pas, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Très chaleureusement, des personnes qui font un travail extrêmement difficile, extrêmement nécessaire. Ce sont nos interprètes en langue des signes, puisque cette soirée est doublée complètement. Puis bien sûr, toute l'équipe du conseil départemental. J'ai une chance formidable puisque je l'ai cité dans l'introduction de cette soirée et on vient de m'amener une extremis, l'encre n'est pas tout à fait sèche. J'ai mentionné le livret Passeport pour la fraternité. Très joli. Voilà, et c'est alors ému. Herman commençait à vouloir me le piquer puisqu'il était tout ému, mais il en aura un aussi. Donc c'est ce livret qui reprend l'exposition que vous trouvez en ligne, mais qui devient un album et coproduit par SOS Racisme et le Conseil départemental. Si je peux juste dire un mot, Bien puisque
tout à l'heure, on a parlé de ce destin, de cet idéal et de la fraternité, tu en as parlé. Et je pense que nous, on a voulu, à travers cette initiative, faire vivre cette valeur de fraternité qui existe dans la devise du pays, parce que ce destin qu'il faut construire, parce que être fraternel avec l'autre, mais il faut encore qu'il y ait une offre. Et donc, cette offre, justement, que l'État doit construire, et j'en profite pour dire quand même un mot au Conseil général, parce que je crois que les reproches qu'on en a fait et là, au pouvoir public ce soir, c'est de dire, et que j'ai dit qu'il fallait qu'il soit exemplaire, qu'il ne fasse pas uniquement de la com, parce que lorsqu'il y a des actions, et pas que de la communication, qu'il y ait des communications, mais qui soient suivies d'actes, qui soient des politiques qui soient menées. C'est pour ça que je voudrais vraiment remercier et féliciter le conseil départemental qui a mis en place un plan territorial de lutte contre les discriminations. Je pense que s'il y avait autant de régions, autant de collectivités qui mettraient en place des plans de lutte contre les discriminations, pour l'égalité, etc., etc., avec une dynamique nationale, on pourrait effectivement être dans une autre situation que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, voilà, donc je précise une dernière fois pour ce livret qui est gratuit, hein, contrairement à mon insistance, on aurait pu penser qu'il était à vendre, mais bien sûr que non. Et les photos de cette magnifique exposition sont réalisées par Bettina Rams. Je pense que c'était Rams, pardon, c'était important de le préciser. Je vais me tourner, alors je ne sais pas, par ordre d'apparition. Je voudrais remercier très chaleureusement Benedetto, alors qu'il nous a dit en ouverture que son français, il était plutôt clair, net et précis. Donc merci Benedetto d'avoir participé à cette table ronde, et j'espère que c'est la première d'une très longue série. Je suis là. Voilà, on va avoir l'occasion de se recroiser, notamment dans le cadre effectivement de l'adhésion du conseil départemental à l'écart que mentionnait Vincent Gibert en ouverture de cette soirée. Je vais continuer. Vous êtes très bienvenue. Pardon ? Vous êtes très bienvenue dans l'écart. Et pour spécifier, je rappelle que l'écart, c'est un réseau au sein de l'UNESCO. Voilà. Voilà, la précision est donnée, et de toute façon, il y aura une communication du conseil départemental sur ce point. Je vais continuer par nos invités en visio. Donc Dominique Sopo, merci d'avoir pris le temps dans un emploi du temps très chargé, et une journée particulièrement chargée, je crois, d'être avec nous et d'avoir étayé ce débat, d'avoir nourri ce débat par vos remarques. Merci à vous. Merci à Herman d'être à nouveau parmi nous également, et d'être fidèle finalement au conseil départemental et au chemin de la République, parce qu'on se parle quand même très souvent. Donc voilà, et la période de confinement n'a pas réussi à avoir raison de ce lien. Je vais terminer, il en fallait un, par Séraphin Alava, que l'on connaît aussi très bien au conseil départemental, qui est un partenaire qui est très très souvent à nos côtés et passionnant, donc je l'en remercie. Voilà, et merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette soirée débat. Je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 18h pour une soirée qui va être consacrée à la question de l'égalité femmes-hommes, avec la particularité d'avoir un plateau de jeunes femmes engagées sous le titre « Les jeunes bougent l'égalité ». Donc merci à vous, à demain et très bonne soirée.